Nous approchons de la fin de My Hero Academia et nous n'avons toujours aucun indice, aucune nouvelle, rien du tout sur le père de Izuku. C'est assez étonnant et surtout ça a l'air de cacher quelque chose. Salut, c'est Saliste et aujourd'hui on va se pencher sur un des plus gros mystères de My Hero Academia, probablement la question que tout le monde s'est au moins posée une fois au cours de sa lecture du manga ou en ayant regardé l'anime: où est le père d'Izuku? Il y a deux règles très fondamentales concernant les parents d'un protagoniste dans un manga. C'est des règles qui ont toujours quasiment été respectées et qui sont toujours propres au protagoniste d'un anime / d'un manga. La première règle, elle est assez simple, c'est le protagoniste a très souvent, très souvent, un ou ses deux parents morts. Cette règle ici ne s'applique pas à Izuku. Pour le coup, on sait très bien que ses deux parents sont en vie. En tout cas, de ce qu'on sait, sa mère, on est certain qu'elle est en vie, et son père, de ce qu'on sait, il est en vie. Donc on en vient à la deuxième règle. Dans le cas où le protagoniste a ses deux parents en vie, mais qu'au moins un des deux n'apparaît jamais ou on ne sait rien de lui, c'est qu'il cache un mystère qui doit servir à l'histoire. Là vous vous dites que j'invente probablement des règles fictives qui ne sont pas réelles, mais pour le coup, quand on y pense, l'auteur n'a aucun intérêt particulier à cacher, ici dans le cas de My Hero Academia, l'identité du père d'Izuku, ou du moins on ne sait que son prénom, on ne sait même pas à quoi il ressemble. On n'a aucun indice, et l'auteur n'a aucun intérêt à cacher cette personne. On sait juste, sur le père d'Izuku, quelques détails de sa vie, quelques informations, mais qui ne sont pas concrètes et qui ne nous permettent pas vraiment de nous figurer qui est ce personnage et son intérêt pour l'histoire. On va commencer par développer ce qu'on sait sur Hisashi Midoriya, à commencer par son nom. On sait qu'il s'appelle Hisashi, du coup, c'est son prénom, et ce qui est assez intéressant, c'est l'étude des kanji. On sait que Horikoshi aime bien, à travers les noms de ses personnages dans leur transcription japonaise en kanji, donc l'alphabet japonais, on découvre des sens cachés, puisque les kanji ont parfois un sens, ont même très souvent, voire tout le temps, un sens à eux tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'être combinés à d'autres kanji pour avoir un vrai sens. Et ici, Hisashi, avec cette disposition de kanji, signifie « il y a longtemps ». Maintenant, ce n'est un secret pour personne de savoir que c'est une référence à l'expression Hisashiburi, qui signifie « ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu ». Voilà, c'est à peu près globalement ce que signifie Hisashiburi, qui reprend les mêmes kanji que Hisashi. Autre information qu'on sait sur Hisashi Midoriya, c'est que son alter est de cracher du feu. Voilà, on n'a pas plus de détails que ça, on sait qu'il crache du feu avec sa bouche, on ne sait pas s'il est capable de cracher du feu loin, pas loin, on ne sait pas avec quelle intensité, on ne sait pas la couleur de ses flammes, on ne sait rien d'autre à part le fait qu'il peut cracher du feu. Voilà, c'est tout. Et enfin, dernière information, et pas des moindres, le travail de Hisashi Midoriya se fait à l'étranger. Donc, dans la traduction anglaise du manga et japonaise, ça sous-entend que c'est overseas, donc ça veut dire de l'autre côté de la mer. Le Japon étant un pays insulaire, de toute façon, à l'étranger signifie forcément de l'autre côté de la mer. Maintenant, overseas, ça peut sous-entendre qu'il travaille aux États-Unis notamment. Mais on n'a pas plus d'informations que ça, ici c'est vraiment de la théorie. On ne sait pas dans quel pays il travaille, on sait juste qu'il travaille dans un autre pays et que c'est la raison pour laquelle il n'est jamais là, il n'est pas présent auprès de Inko Midoriya et de son fils Izuku. Maintenant, sur base de ces informations, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Eh ben, pas grand-chose. On peut vraiment rien tirer de ces informations, mais s'il y a une chose qu'on peut théoriser autour de Hisashi Midoriya, c'est qu'on l'a déjà vu dans le manga et qu'on connaît déjà son identité, pour deux raisons principalement. Premièrement, l'auteur nous a dit qu'on était arrivé dans le dernier arc de My Hero Academia, et ça me paraît un peu tard pour introduire le père d'Izuku. Franchement, c'est vraiment pas le bon moment, il aurait fallu l'introduire avant dans l'œuvre pour pouvoir avoir ensuite un impact quelconque sur le dernier arc de l'histoire. Ici, on va pas introduire Hisashi Midoriya dans l'œuvre alors que My Hero Academia est sur le point de se terminer. On peut pas nous introduire ce personnage juste histoire de nous dire « au fait, c'est lui son daron, voilà, je termine mon manga ». Ça aurait aucun intérêt d'avoir caché son identité depuis le début, et ça prouverait juste que Horikoshi n'a pas vraiment su quoi en faire ou ne l'a pas ramené sur le tapis au bon moment. Mais à mon avis, ça va plus loin que ça. Je pense qu'on connaît déjà
déjà l'identité d'Hisashi Midoriya, mais on y reviendra après. La seconde raison qui me laisse penser que Horikoshi n'introduira pas Hisashi Midoriya dans la suite du manga, c'est concernant l'état actuel du Japon. Si on regarde un peu l'état du Japon à l'international, donc là où se trouve Hisashi, dans un autre pays, tous les pays internationaux savent que All for One est actuellement en train de faire quelque chose d'assez terrible au Japon. En tout cas, même si les civils ne sont pas forcément mis au courant directement, Hisashi Midoriya a l'air d'être quelqu'un quand même de haut placé. Pour ne pas pouvoir rentrer chez lui aussi souvent qu'il le voudrait, c'est forcément quelqu'un qui doit être important à l'échelle nationale dans son pays. Ça, pour l'instant, ça reste de la théorie. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que, compte tenu de l'état actuel des choses au Japon, le fait que ce soit vraiment l'enfer dans tout le pays avec les évadés de Tartarus, avec All for One qui mène une nouvelle fois une espèce de guerre contre le reste de la population, ou du moins contre les héros plus particulièrement, on pourrait se dire que Hisashi Midoriya, voyant tout ça de l'autre côté de la mer, serait rentré auprès de sa famille, il serait revenu auprès de Inko Midoriya. Je veux dire, ils sont pas divorcés, hein, vraiment, il est de l'autre côté de la mer pour des raisons de travail. Aussi, autre chose d'assez intéressant, c'est que, comme je viens de le dire, ils sont pas divorcés, donc Inko Midoriya a bien dû déjà communiquer avec son mari, mais à plusieurs reprises. Elle doit l'avoir au téléphone assez régulièrement, j'imagine. Izuku doit quand même communiquer avec son père d'une quelconque manière, que ce soit par téléphone, par lettre, peu importe. Ils doivent bien avoir un moyen de communiquer, ils doivent bien avoir quelque chose, un lien. Même s'il travaille, même s'il est très occupé, il doit quand même garder un minimum de lien avec sa famille. Même si on sait que Izuku n'a jamais, mais alors jamais mentionné son père. Quand il est dans une situation critique, je veux dire, il pense d'abord à Bakugo, All Might et Ochako, et allez, sa mère, avant de penser à son père. Je veux dire, on l'a même jamais vu, ne serait-ce que penser à son père, alors qu'il est sur le point de mourir, le garçon. Donc, je sais pas quel lien il a avec son père, mais on peut imaginer qu'il doit garder quand même un minimum de contact. Il doit quand même pouvoir communiquer avec lui. Donc, on peut imaginer, même si c'est assez dangereux et que je ne pense pas qu'il l'ait dit par téléphone ou par courrier à son daron qu'il est le possesseur du One for All, hein, pour des raisons évidentes, je ne pense pas que ce soit très intelligent d'utiliser des moyens de communication vraiment pas très protégés pour donner des informations qui pourraient coûter la vie à sa famille. Donc, à mon avis, son père ne sait pas que Izuku a un alter, il sait peut-être, et il sait même très probablement d'ailleurs que c'est un sans alter, puisque bon, il y a quand même une bonne dizaine d'années qui s'est écoulée entre le diagnostic du médecin et le fait que Izuku ait eu le One for All. Donc entre deux, ils ont bien dû communiquer avec son père, hein. Inko Midoriya a bien dû dire à son mari que leur fils avait pas d'alter. Donc pour l'instant, je pense que les informations que Hisashi a, donc en admettant que ce soit un inconnu, hein, encore une fois, c'est que son fils n'a pas d'alter, et que pour l'instant, c'est la merde au Japon, puisqu'ils ont bien dû communiquer, en tout cas Inko Midoriya a bien dû appeler son mari pour lui dire à quel point la situation était tendue, ne serait-ce que dans les bunkers de Yue ou à la fin de la première guerre, voyant l'état dans lequel était son fils et tout, elle a bien dû lui expliquer que il a rejoint Yue, ça à mon avis Hisashi est en droit de le savoir, c'est pas une information hyper confidentielle, il a rejoint Yue, il s'est battu contre des vilains, il a été dans un état critique, il a été hospitalisé, enfin voilà quoi, il y a bien des informations qui ont dû parvenir jusqu'à Hisashi. Donc maintenant, pourquoi le gars n'est pas revenu? Pourquoi, à quel point le travail peut être plus important que de revenir auprès de ta famille quand le pays d'origine dans lequel vit ta famille est dans une situation hyper critique? Je ne vois pas de bonne raison, surtout que ça a pas l'air d'être quelqu'un qui est dans le besoin financier ou quoi que ce soit de ce genre. Je veux dire, il a quand même un travail qui a l'air d'être important, donc il doit être globalement bien payé. C'est pas un billet d'avion qui va lui coûter un bras, quoi. Donc il n'a vraiment aucune bonne raison de ne pas être revenu au Japon. Maintenant, on entre dans la partie que vous connaissez probablement tous, la fameuse théorie All for One et le père d'Izuku. C'est vraiment, je pense, la seule théorie, une des rares théories en tout cas qui nous reste autour de My Hero Academia, puisque beaucoup de choses ont été révélées récemment, mais c'est vraiment une des rares théories qui n'a toujours pas été confirmée, mais qui est vraiment la seule bonne raison, puisque par rapport à tout ce que j'ai énuméré précédemment, c'est vraiment la seule bonne raison selon moi, pour dire que Hisashi Midoriya n'a toujours pas été introduit dans l'histoire. C'est tout simplement parce qu'il a été introduit et il s'agit d'All for One. Alors je vous vois venir, oui, non, le nom de famille d'All for One c'est Shigaraki, donc c'est pas possible puisqu'on sait qu'il s'appelle Hisashi Midoriya. Bon déjà, y a rien qui nous dit qu'il peut pas mentir sur son nom de famille, hein, c'est quand même, admettons que ce soit All for One, c'est quand même, je pense, un génie assez puissant dans le monde du crime ou quoi pour se procurer des faux papiers d'identité et se créer une fausse identité, hein. Je veux dire, il est plus à ça près et ça relève vraiment de la tâche secondaire pour quelqu'un qui a déjà réussi à gouverner tout le Japon par le passé. Donc franchement, je ne pense pas que ce soit
hors de portée pour All for One de se créer une fausse identité, déjà avec un faux nom de famille, et ensuite on sait pas si Midoriya c'est pas juste le nom de sa mère. On sait qu'elle s'appelle Inko Midoriya, donc on peut imaginer qu'ils sont mariés, à un moment donné ils se sont mariés, puisqu'on sait que son mari a pour nom de famille Midoriya. Maintenant, est-ce que c'est pas le nom de la mère? Parce que aujourd'hui, dans notre société, c'est tout à fait possible que le mari prenne le nom de sa femme, puisqu'on ne sait pas le nom de jeune fille de Inko Midoriya. Donc déjà avec toutes ces informations, le fait que son nom de famille ce soit Midoriya et pas Shigaraki, c'est même pas un indice, c'est pas un point qui pourrait contrer la théorie, ça n'a pas vraiment de grande importance pour le coup, ça n'empêche pas la théorie d'exister et d'être probable. On peut reparler aussi brièvement du fait que, bon, je sais que d'autres vidéastes en ont déjà parlé, que c'est quelque chose d'assez connu, mais bon, je suis obligé de le mentionner. On sait que Horikoshi est un grand fan de Star Wars, il y a beaucoup de clins d'œil à Star Wars dans l'œuvre My Hero Academia, hein, ne serait-ce que Gran Torino qui est clairement un clin d'œil à Yoda, il y a plein d'autres moments dans My Hero Academia, plein d'autres clins d'œil, je vais pas commencer à vous faire la totale des listings, l'Amiral Akbar, enfin tous ces trucs-là, ce sont des clins d'œil à Star Wars. Et donc, le fait que le grand vilain soit le père du héros, ça peut être aussi un clin d'œil à Star Wars à travers donc Dark Vador, dont est inspiré All for One, hein, le casque, tout ça, les problèmes de respiration et la tronche complètement défoncée, c'est clairement une inspiration de Dark Vador. Donc All for One est inspiré de Dark Vador, pourquoi Izuku ne serait pas inspiré de Luke d'une certaine manière? En dehors de tout ça, on peut également parler du fait que Izuku soit un sans alter. Alors pour moi, il y en a beaucoup qui ont dit oui, si All for One c'est le père d'Izuku, il lui a peut-être volé son alter quand c'était pas encore réveillé à l'intérieur du corps d'Izuku. Non, je pense vraiment que Izuku est un sans alter de naissance, même si c'est le docteur Ujiko qui nous l'a expliqué, il a bien l'articulation au petit orteil qui est propre au sans alter, un défaut d'évolution puisque cette articulation est aujourd'hui inutile, et le développement des alters étant une sorte de suite évolutive de l'être humain, la disparition de cette articulation au petit orteil s'est fait en même temps que l'apparition des haltères. Donc les gens qui ont un haltère n'ont pas cette articulation, Izuku a cette articulation, donc c'est réellement un sans haltère. Voilà. Je pense que Izuku est réellement un sans haltère, et c'est pas impossible que All for One ait donné naissance à Izuku dans le but de faire de lui son héritier. On va voir que ça correspond en termes de temporalité, mais à mon avis, il est tombé sur le chemin de Tenko entre deux, et il s'est rendu compte que Shigaraki, donc Tenko Shimura, aurait plutôt intérêt à être son successeur pour plein de raisons que je peux énumérer juste après, et donc il aurait abandonné Izuku, se disant que finalement, bon, c'était plus trop la peine de s'en préoccuper, en plus le gamin est un sans alter. Mais bon, ça c'est pas vraiment un argument de poids, puisqu'on va y venir tout de suite, le lien avec Shigaraki. Shigaraki est le fils adoptif de All for One, c'est encore une fois un sacré parallèle avec Izuku, parce que on sait qu'il y a un énorme parallèle entre Izuku et Shigaraki. Sur plein d'aspects, les deux personnages sont vraiment mis en miroir. On a ce gros parallèle qui se fait à chaque fois entre l'évolution de Shigaraki de petit jeune qui s'en fout un peu à grand génie du mal, et de Izuku, petit jeune qui n'y connaît rien et qui n'arrive même pas à maîtriser son alter, à plus grand héros de l'histoire des héros. Et en fait, ce parallèle, se construisant donc encore une fois en miroir, c'est intéressant de voir que si Shigaraki est le fils adoptif de All for One, Izuku peut très bien être le véritable fils de All for One. En dehors de tout ça, on peut parler temporalité. On sait que entre Shigaraki et Izuku, il y a environ 5 ans d'écart. Actuellement dans l'œuvre, Izuku a 16 ans et Shigaraki en a 21. Vous pouvez très facilement trouver les informations nécessaires qui prouvent qu'ils ont 5 ans d'écart. Maintenant, la chose intéressante à savoir, c'est que, comme par hasard, Tenko Shimura a développé son alter à ses 5 ans. Et c'est comme par hasard le même jour où un homme mystérieux avec un chapeau l'a ramené chez ses parents. Maintenant, je vais faire une toute petite aparté qui va spoil le dernier chapitre qui est sorti, donc le chapitre 350 de My Hero Academia. Si vous n'avez pas vu ce chapitre ou que vous ne lisez pas les scans de My Hero Academia, je vais tout simplement vous demander de passer au timecode qui s'affiche à l'écran pour éviter de vous faire spoiler. Cette information est pas forcément obligatoire pour comprendre la théorie, c'est juste encore un tout petit argument de plus qui servira à ceux qui sont à jour dans les scans. Si vous êtes à jour dans les scans et que vous êtes resté jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qu'on a vu dans le dernier chapitre qui prouve définitivement que l'homme au chapeau est All for One. On a vu dans le dernier chapitre le fameux homme au chapeau aller chercher Dabi, aller chercher Toya, là où il avait complètement brûlé, donc en haut de cette petite montagne, de cette colline, il avait déchaîné ses flammes, et
il était complètement carbonisé et sur le point de mourir, et un homme au chapeau se pointe et le récupère, et on sait qu'en fait c'était All for One, puisqu'on apprend dans la suite du chapitre qu'il a été recueilli par All for One. Donc on sait très bien que cet homme au chapeau est All for One. C'est le même homme au chapeau qui a ramené Tenko chez ses parents, le jour où Tenko a développé son alter. Ce qui prouve, et ce qui a tendance du coup à amener, parce que ça fait quand même beaucoup de coïncidences, hein, Tenko qui éveille son alter le jour où l'homme au chapeau le ramène, ce même jour il développe un alter destructeur, un alter complètement incompatible avec l'idée de devenir un héros, hein. C'est hyper compliqué de devenir un héros avec un alter pareil. Cet accident n'a pas été créé par hasard. On a même, dans le dernier chapitre, le docteur Ujiko qui dit que All for One a tout prévu jusque dans les moindres détails. S'il a tout prévu jusque dans Toya, il peut très bien avoir donné son alter à Shigaraki, et c'est une preuve supplémentaire que Shigaraki a obtenu son alter de la part d'All for One. Et donc c'est ce même jour où il a été ramené par l'homme au chapeau que Tenko développe un alter destructeur. Un alter qui semble tout détruire sur son passage, et c'était, je pense, une expérience de la part d'All for One. Il donne cet alter à Tenko Shimura, il regarde l'état de santé mentale de ce petit, qui, je le rappelle, est le petit-fils de Nana Shimura, donc c'est pas une cible prise au hasard. C'est quelqu'un de choisi pour faire un maximum de dégâts psychologiques à son adversaire de l'époque, qui est All Might, en choisissant le petit-fils du maître d'All Might, Nana Shimura. Maintenant qu'il a donné cet alter à Tenko Shimura, il regarde de loin ce qui se passe, il observe dans l'ombre, et il voit que le petit tue toute sa famille dans une folie meurtrière, et là il se dit, ce petit, c'est celui qui va me succéder, c'est celui qui va être le prochain symbole du mal. Et donc, à partir de là, il abandonne Izuku et Inko Midoriya, prétextant son travail à l'étranger, pour ne plus avoir à gérer cette famille qui avait pour unique but de lui trouver un successeur, donc créer des enfants pour lui trouver un successeur, puisqu'il a déjà trouvé son successeur à travers Tenko Shimura, qui deviendra Tomura Shigaraki. D'ailleurs, je vais vous poser une question très simple. Est-ce que, selon vous, si All for One avait continué son plan de départ d'utiliser Izuku comme futur symbole du mal, est-ce que, selon vous, Izuku serait vraiment devenu le successeur d'All for One, serait devenu le symbole du mal? Est-ce que vous pensez qu'à travers l'éducation qu'il lui aurait donnée, il aurait pu faire de Izuku quelqu'un de maléfique, ou est-ce que Izuku est profondément bon dans sa nature, de base, et que c'était impossible pour All for One d'en faire un symbole du mal? Dites-moi ça en commentaire, je lirai bien évidemment toutes vos réponses pour savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, je reviens rapidement sur un détail, on ne peut pas dire qu'il a abandonné Izuku parce que c'était un sans alter, puisqu'il s'est tourné vers Tenko Shimura, et selon cette théorie, Tenko était un sans alter, et c'est All for One qui lui a donné son alter. Donc il n'a pas choisi de ne pas s'occuper d'Izuku parce que c'était un sans alter, il a choisi de ne pas s'occuper d'Izuku parce qu'il a trouvé mieux, tout simplement, à travers Tenko, qui fait un meilleur successeur pour devenir le symbole du mal. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, TikTok et Instagram, tout est dans la description. C'était Saliste, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!